Haïti va devoir probablement s'endetter pour pouvoir payer la France, et Charles X demande à ce que Boyer s'endette auprès d'établissements français, de façon à ne pas enrichir les établissements anglais ou américains et garder la maîtrise, je dirais, des relations financières avec Haïti. Et je m'intéresse à tout ce qui est documents d'Haïti depuis 1804. Alors pourquoi je m'intéresse? Parce que finalement il y a peu de personnes qui s'y intéressent. Et pour un collectionneur, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans un secteur peu connu, qui n'intéresse pas trop de monde, où les prix restent raisonnables. Sinon, si tu t'intéresses à Napoléon ou à un thème trop connu comme ça, il y a tellement de collectionneurs que les prix deviennent inabordables. Et le document qui a provoqué ce livre est un peu aussi représentatif de cette histoire. C'est sur Internet, il y avait un document qui était en vente, à un prix très raisonnable, et le vendeur ne savait pas ce que c'était. Donc il a marqué un rapport de l'époque de 1825 de 70 pages, sans expliquer qui c'était, pourquoi c'était. Et c'était tellement mal expliqué que personne ne pouvait miser sur un lot aussi mal expliqué. Mais j'ai eu un pressentiment que ce document était intéressant. Donc j'ai misé dessus, j'étais le seul, et je l'ai eu au prix de départ. Et je me suis aperçu que c'était le rapport de Mako. Mako, c'est le militaire qui avait été envoyé par Charles X pour amener l'ordonnance de Charles X au président Boyer. Il était parti avec une escadre militaire de 500 canons, c'est-à-dire que la force de persuasion n'était pas que verbale, hein, elle était aussi militaire. Et à son retour de cette mission réussie dans un premier temps, Mako écrit un rapport. Il écrit un rapport dans le bateau, un rapport qui est aux archives des affaires étrangères, mais qui ne peut être visible que sous forme de microfilm et très mal écrit, hein, parce qu'il a été probablement écrit sur le bateau, donc plein de ratures. Et à l'époque, le ministre de la Guerre, Clermont-Tonnerre, demande à avoir une copie. Et il fait faire une copie qu'il a écrite à terre par un secrétaire qui a tout son temps. L'intérêt de ce document, c'est que c'est la vision du militaire français, hein, c'est pas la vision de Boyer, hein, parce qu'à cette époque, Boyer contrôlait la presse et contrôlait l'expression publique. Mais là, c'est le militaire français qui explique que sans détour, comment il a réussi sa mission. L'objectif de Mako, c'est d'amener l'ordonnance de Charles X à Haïti en 1825, qui fait suite à pas mal de négociations entre la France et Haïti qui n'ont pas abouti. Contre toute attente, Charles X, au lieu de commander une expédition pour reprendre Haïti, considère que ça va être trop coûteux et préfère reconnaître l'indépendance d'Haïti en contrepartie d'une indemnité de 150 millions de francs or. Ça, c'est la partie, je dirais, que tout le monde connaît, c'est-à-dire la dette de l'indépendance. L'ordonnance écrite, hein, apportée par Mako, stipule que la France reconnaît l'indépendance d'Haïti, pleine et entière, mais qu'en contrepartie, Haïti doit dédommager les anciens propriétaires de terres en Haïti, les anciens colons, à hauteur de 150 millions de francs or. En dehors de ce qui est écrit dans l'ordonnance, il y a la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Haïti contre le paiement d'une rançon, hein, ou d'une indemnité de 150 millions de francs or. Il y a eu d'autres éléments qui figurent dans le rapport de Mako, mais qui ne figurent pas dans le document écrit de l'ordonnance. C'est-à-dire que Haïti va devoir probablement s'endetter pour pouvoir payer la France, et Charles X demande à ce que Boyer s'endette auprès d'établissements français, de façon à ne pas enrichir les établissements anglais ou américains et garder la maîtrise, je dirais, des relations financières avec Haïti. Et la deuxième chose que demande aussi la France, c'est que les bâtiments, les navires haïtiens ne fassent pas escale, n'aillent pas dans les ports des colonies françaises dans les Antilles.
de façon à ce que les idées anti-esclavagistes d'Haïti ne prolifèrent pas dans la région et que Haïti, je dirais, ne fasse pas de prosélytisme sur la lutte anti-esclavagiste. Et puis la troisième chose qui est aussi importante, ça va être la réduction, je dirais, des frais de douane et que la France soit la nation la plus favorisée, qu'elle ne paye que la moitié des frais de douane que payent les Anglais ou les Américains, de façon à ce que les exportations de café ou les importations de France vers Haïti soient pratiquement comme sous l'Ancien Régime, presque du domaine de l'exclusif avec la métropole, et qu'on évince les Anglais et les Américains qui, entre 1804 et 1825, ont pris la place de la France. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là qui sont aussi extrêmement importants, hein, et presque aussi importants que le montant de l'indemnité. Donc, toutes ces conditions, est-ce qu'elles étaient supportables par Haïti? C'était ça la question. Parce que la France reconnaissait l'indépendance en contrepartie d'une indemnité. Mais si Haïti n'arrivait pas à rembourser cette dette, la France pouvait revenir sur la reconnaissance de l'indépendance et retourner en guerre contre Haïti. Alors là, on était dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que la France escomptait que la reconnaissance de l'indépendance allait permettre à Haïti d'être moins militarisé et de faire des économies sur les postes militaires, qui étaient le gros poste de dépenses d'Haïti. Mais Haïti ne sachant pas rembourser, elle était obligée de faire face aussi à une menace de retour des Français et elle ne pouvait pas réduire ses dépenses militaires. Donc on se mordait la queue, c'est-à-dire que Haïti ne pouvait pas faire les économies escomptées puisque ne pouvant pas rembourser, elle devait faire face accessoirement ou éventuellement à un retour des Français et elle ne pouvait pas faire d'économies sur les dépenses militaires. Donc ça, c'était le premier frein. Le deuxième frein, c'est que la France demandait une réduction des frais de douane qui était la principale ressource, je dirais, pour Haïti, pour le gouvernement haïtien. Et à partir du moment où la France demandait une réduction de moitié de ses frais de douane, elle réduisait aussi de moitié les ressources d'Haïti, donc rendait encore plus compliqué le remboursement de la dette. Donc en même temps, on voit bien que les conditions que posait l'ordonnance privaient encore plus Haïti de ressources financières de façon à pouvoir y souscrire. Donc on était sur quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, hein, et ce qui fait d'ailleurs que même si pendant un certain temps les demi-droits de douane ont été appliqués, très vite Haïti a dû les abandonner parce qu'ils n'étaient pas supportables. Charles X réclame 150 millions de francs or. Bon. Et Haïti sait très bien qu'elle ne pourra pas rembourser cette somme-là. Bon. Mais Mako, le militaire qui apporte cette ordonnance, dit à Boyer, signez, acceptez cette ordonnance, on verra après, et Sa Majesté très chrétienne Charles X réduira le montant, ne vous inquiétez pas. Donc Boyer, qui était quelqu'un d'assez madré, tombe sur quelqu'un qui est aussi madré, sinon plus que lui, qui est le baron de Mako, qui lui fait croire que ces 150 millions de francs or ne sont que là que pour la forme, mais qu'on pourra s'arranger et réduire ce montant. Et il dit à Boyer, vous signez, vous demandez au Sénat d'accepter cette ordonnance, et tout de suite vous faites un courrier à Charles X demandant la réduction de cette dette. Et la lettre de Boyer, qui demande la réduction de cette lettre, est un annexe de l'ouvrage. Lettre à laquelle Charles X ne répondra jamais. Bon. Donc, mais Boyer a l'espoir que cette dette va être réduite. Donc lorsqu'il envoie ses émissaires pour négocier un endettement auprès de la France pour rembourser cette dette, il dit « je ne vais pas emprunter 150 millions de francs or puisque je vais demander la réduction, je vais d'abord emprunter 30 millions qui correspondent au premier versement. » Parce qu'au début, il était prévu que la dette soit remboursée en 5 ans, hein, au mois de décembre de chaque année, à partir de décembre 1825. Donc il envoie ses émissaires pour négocier une dette, un emprunt de 30 millions pour payer la première mensualité. Alors, en Haïti, on parle beaucoup de double dette.
Hein. Alors la double dette, c'est parce qu'il y a eu la dette auprès de la France, mais ensuite il y a eu la dette auprès des établissements financiers. Alors je vais simplement éclairer un peu comment ça s'est passé pour la première mensualité, mais ça peut éclairer sur ce qui serait passé par la suite. Les 30 millions de francs or qui sont empruntés auprès des établissements français sont empruntés par un emprunt de 25 ans, remboursable sur 25 ans, avec un taux de 6%. Mais au-delà du taux de 6%, les banquiers demandent une commission. Hein, vous savez, quand on emprunte, on a toujours des frais de dossier, des choses comme ça. Mais là, c'était une commission, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très conséquent. Et c'était 6 millions. C'est-à-dire qu'on emprunte 30 millions. Alors Haïti emprunte 30 millions. Et on lui dit, tenez, vous avez emprunté 30 millions, donc prenez 24 millions, puisque nous, on a retiré 6 millions de commission pour la banque. Haïti emprunte 30 millions, il n'en touche que 24, mais il va devoir rembourser les 30 millions de capital, plus à peu près 26 millions d'intérêts. Donc il se retrouve tout de suite avec 24 millions en main et une dette de 56 millions. Donc vous voyez que déjà on multiplie presque par 2, 2,5, et c'est pour ça qu'on parle de double dette, c'est que le fait de ne pas pouvoir payer cash vous oblige à passer par les établissements financiers et vous avez un taux multiplicateur déjà pratiquement de 2,5 simplement en empruntant la première annuité. On voit aussi la dichotomie, c'est-à-dire que l'indemnité de Saint-Domingue est présentée comme la reconnaissance, le paiement contre la reconnaissance d'Haïti. Pour les anciens colons, ce n'était pas ça. Pour les anciens colons, c'était le remboursement des terres qu'ils possédaient en Haïti. Et donc, on voit qu'il y a une présentation qui est un petit peu différente entre Boyer qui présente la reconnaissance d'Haïti contre une indemnité et les colons qui disent on a été chassés de nos propriétés et nous, on veut être remboursés des propriétés dont on a été chassés. Les dirigeants à l'époque préféraient présenter l'indemnité comme une reconnaissance d'Haïti plutôt qu'un dédommagement contre les plantations, puisqu'il n'y a pas eu de réforme agraire. Ce ne sont pas les petits paysans. Les petits paysans qui allaient payer la dette, ce n'est pas eux qui ont récupéré les terres. Hein, ceux qui ont récupéré les terres, c'est l'élite politique et l'élite militaire. Il y a eu une certaine connivence entre l'élite haïtienne et probablement Charles X et le régime de Charles X pour la présenter telle qu'elle, puisque pour les colons, c'était une indemnité pour compenser les propriétés perdues, mais des propriétés esclavagistes, où la production était liée à l'esclavage. Voilà. Et donc, pour le gouvernement haïtien, il était bien sûr hors de question de payer pour les esclaves perdus, puisque l'esclavage, je dirais, était considéré comme inique et injuste en soi. Et puis d'autre part, il avait été aboli avant l'indépendance d'Haïti. Donc il n'est absolument pas question que Haïti paye pour la perte des esclaves, mais pour la perte de la terre. L'ordonnance de Charles X, elle est le fruit d'un long processus entre 1804 et 1825. Il y a eu de très très nombreuses missions et négociations entre Haïti et la France, sous Pétion et Christophe. Et la position de Pétion et Christophe était différente, mais les deux, entre 1804 et 1825, la France était prête à reconnaître une certaine autonomie de la colonie, mais elle considérait que Haïti devait rester sous domination française, un peu style Commonwealth où la politique étrangère, militaire, monétaire serait sous domination française, mais par contre les lois locales seraient relativement autonomes. Et la position de Pétion et de Christophe était très ferme et ils ont refusé, je dirais, tous les deux en disant ça ne peut être qu'une indépendance pleine et entière d'Haïti et l'Empire français est terminé et on refusera tout accord ou qui ne reconnaîtrait pas l'indépendance pleine et entière d'Haïti. Donc là, de ce point de vue-là, Pétion et Christophe étaient en ligne. Mais avec une certaine différence, c'est que Christophe n'était pas dans la négociation,
il était dans le refus, je dirais, de la dépendance à l'ancien empire français. Pétion recherchait un accord. Et c'est lui le premier qui a fait une proposition en disant on ne reconnaîtra nous jamais une domination française, on veut une reconnaissance de l'indépendance, mais on est prêt à, comme vous avez vendu la Louisiane, on est prêt à racheter la terre et on est prêt à payer une indemnité pour compenser les pertes de cette colonie pour la France. Et c'est Pétion qui le premier a introduit, je dirais, cette marge de manœuvre dans la négociation pour combattre les propositions françaises qui sont la poursuite d'une domination française sur Haïti avec une forte autonomie de l'élite locale. Boyer est le fils d'un Français et d'une Noire africaine. Hein, donc c'est un homme déjà partagé, enfin, avec beaucoup d'ambiguïté. Et effectivement, il est partagé. Il a probablement comme aspiration de paraître comme un héros de l'indépendance, hein, en signant cet accord de reconnaissance de l'indépendance, d'être le premier à mettre Haïti avec une place internationale. Et il sait qu'aucun pays ne reconnaîtra Haïti si la France, qui est la propriétaire d'un point de vue des accords de Vienne de 1815, qui est toujours la propriétaire d'Haïti, s'il n'a pas une reconnaissance de la France, il n'aura pas la reconnaissance de ses principaux voisins, comme les États-Unis, hein, ou même les futures républiques latino-américaines, ou de l'Angleterre, qui est devenue aussi un partenaire commercial. Donc, il a la chance, lui, d'avoir réunifié toute l'île, hein, puisqu'il a repris la possession du nord d'Haïti après la mort de Christophe. Il a repris aussi la possession de toute la partie est, hein, de Saint-Domingue. Donc il se retrouve dans une position où il a l'impression d'avoir réalisé la réunification de toute l'île. Et pour lui, sa principale réussite maintenant serait d'avoir une reconnaissance internationale qui ne peut venir que par la reconnaissance d'abord de la France, hein, qui est considérée par les autres puissances comme propriétaire d'Haïti. Je pense qu'il se fait duper par Mako, qui lui dit « vous inquiétez pas, le montant, effectivement, il n'est pas supportable, mais on pourra le réduire par la suite ». Il y croit ou fait semblant d'y croire, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui est aussi madré. Bon, et il a l'impression qu'il pourra le gérer dans le temps. Hein, il évite, je dirais, un conflit armé qui n'aurait pas pu aller très loin, parce que bon, les 15 bateaux de Mako pouvaient bombarder Port-au-Prince, ils pouvaient faire le blocus peut-être de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, mais à part faire le blocus, je dirais, de l'entrée et de sortie des ports, qui n'aurait pas forcément duré très longtemps parce que la France n'avait pas la maîtrise maritime non plus. Hein, les Anglais auraient repris leur commerce, n'auraient pas forcément laissé les bateaux français bloquer trop longtemps les ports. Et ces bateaux ne pouvaient bombarder que les bâtiments qui étaient sur la côte, hein, donc sur Port-au-Prince, où vivait l'élite politique. Mais tous les pays, et la défense d'Haïti a toujours reposé sur dire on brûle les villes et on se réfugie à l'intérieur où s'ils viennent nous chercher, ils paieront très cher. Hein, d'où la citadelle d'Henri Christophe, hein, à l'intérieur des terres. Et si les Français veulent revenir, on mettra le feu au Cap Haïtien. Et ils viendront nous chercher à l'intérieur des terres. Et là, ils devront faire face à une guérilla dans laquelle ils ne pourront pas sortir vainqueurs. Et autant, je pense, en tout cas Christophe, c'est sûr, aurait adopté cette stratégie. Autant Boyer a vu tout ce qu'il avait à perdre, lui, en tant qu'élite politique, et il a eu peur, je dirais, d'un bombardement de Port-au-Prince, d'un blocus, je dirais, du commerce, qui n'aurait pas trop gêné, à mon avis, les paysans haïtiens de l'intérieur.